Bonjour, mon nom est Cédric, je suis agent immobilier dans la ville de Barcelone où j'accompagne essentiellement des acheteurs étrangers à acheter à Barcelone. Je fais également du coaching pour toute personne intéressée par un achat immobilier en Espagne. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter via ma page web qui n'est autre que mon prénom, donc c'est cédric.es. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet important que beaucoup de clients étrangers ne maîtrisent pas à 100% quand ils envisagent un achat immobilier en Espagne. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous donner un cours sur la fiscalité espagnole, mais vraiment vous expliquer les principes dans les grandes lignes. Un conseil que je voudrais vous donner, je pense est sincèrement important, c'est de faire appel à un fiscaliste avant de vous lancer dans un achat immobilier en Espagne. Il me semble important de connaître ou en tout cas de comprendre les tenants et les aboutissants avant de se lancer. Donc grosso modo, si on devait schématiser la situation, on a des impôts en trois phases. Une première phase est à l'achat, une deuxième phase est une fois que vous êtes propriétaire et que vous détenez le bien, et une troisième phase, c'est à la vente. Dans chacune de ces phases, des impôts sont payés. Un élément important à tenir en compte avant que je vous explique ces trois phases de l'imposition, c'est que tout achat immobilier en Espagne sera équivalent à un prix d'achat plus un certain nombre d'impôts. Ces impôts varient en fonction de la communauté autonome où vous achetez, donc ce n'est pas la même chose d'acheter une maison, par exemple à Madrid, que d'acheter un appartement à Barcelone. Les taux d'imposition ne sont pas les mêmes. Donc, en schématisant, quand vous achetez un bien immobilier en Espagne, il y a deux options. Donc, soit vous achetez un bien neuf et l'achat de ce bien est soumis à la TVA espagnole, étant un impôt national et le même pour tout le monde, il est de 10%. Et là, vous allez payer en plus ce qu'on appelle AJD, qui est un équivalent de droit de timbre. Cela peut un petit peu varier en fonction des régions, mais a priori, prenez 10% plus 1,5%. Donc, on arrive à 11,5%. D'un autre côté, quand vous achetez un bien d'occasion, entre guillemets, vous allez ce qu'on appelle payer de l'ITP. L'ITP, c'est l'impôt sur la transmission du patrimoine. Il est important de vraiment bien analyser votre impôt à payer en fonction de la région où vous achetez. Il y a des différences qui sont vraiment substantielles. Par exemple, entre Madrid, la Costa del Sol, Mallorca, Ibiza, les impôts sont vraiment pas les mêmes. Si on prend l'impôt ITP, donc c'est Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en Catalogne, par exemple dans la ville de Barcelone, c'est un impôt qui est devenu progressif. Vous allez payer 10% d'impôt sur le montant entre 0 et 600 000 euros, puis entre 600 000 euros et 900 000 euros, vous allez payer 11%. Entre 900 000 euros et 1 500 000 euros, vous allez payer 12%. Une fois que vous dépassez les 1 500 000 euros, vous allez payer 13%. Un élément important à savoir, c'est que l'impôt ITP que vous allez payer est sur base d'une valeur fiscale. Il faut savoir que l'ITP ne se paye pas nécessairement et uniquement sur le prix d'achat négocié. Il se peut par exemple que si vous achetez très très bien et que votre prix d'achat soit inférieur à une valeur fiscale déterminée, il se peut que vous ayez à payer de l'ITP sur base de cette valeur fiscale qui serait supérieure. Donc ne partez pas toujours du principe que l'ITP se paye uniquement sur base du prix d'achat négocié. Lors de l'achat immobilier, je vous rappelle également qu'il y aura d'autres frais à payer en plus de cet ITP ou de cette TVA dont je viens de vous parler. On aura par exemple des frais de notaire, on aura par exemple des honoraires d'avocat. Éventuellement, si vous faites appel à un architecte, vous devrez également payer des honoraires à cet architecte. Et donc pour ma part, dans une ville comme Barcelone, je prends systématiquement prix d'achat de plus 12 à 15%. Et a priori, là, vous devriez couvrir l'ensemble des frais qui sont inhérents à cet achat. Un rappel important en matière de honoraires d'avocat. Sachez que les avocats, souvent, facturent un pourcentage du prix de vente négocié. Ceci étant, c'est à vous à négocier les honoraires avec votre avocat et vous devez absolument comprendre combien son intervention peut vous coûter. Donc mon conseil est vraiment d'avoir
un accord écrit et transparent avec votre avocat qui vous expliquera également quels sont ses honoraires et comment ils sont calculés. Maintenant, une fois que vous êtes propriétaire d'un appartement, pendant la durée de la détention de ces appartements, vous allez également avoir des obligations de déclaration et des obligations fiscales. Si on devait schématiser, ils ont 3 types de frais que vous aurez une fois que vous êtes propriétaire. Entre parenthèses, je voudrais également vous rappeler que dans certaines zones en Espagne, il y a un impôt sur le patrimoine. Si on prend les grands types d'impôts à payer et charges à payer quand vous êtes propriétaire, c'est essentiellement, premièrement, ce qu'on appelle l'IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles. C'est un impôt, c'est une taxe foncière que vous allez payer tous les ans. Alors de manière générale, ce n'est pas une taxe fort importante, c'est un pourcentage d'une valeur cadastrale et ça dépend en fonction du type de bien que vous achetez, maison, appartement et également où vous l'achetez. Une deuxième poste en matière de charges est, comme vous pourriez avoir dans votre pays, ce sont des charges de copropriété. De manière générale, l'Espagne n'est pas trop chère en matière de charges de copropriété, mais sachez que c'est également une charge récurrente et celle-ci est a priori mensuelle. Maintenant, un élément important à vérifier quand vous achetez, c'est est-ce que oui ou non, il y a des travaux de prévus? Est-ce que oui ou non, il y a des appels de fonds qui se font pour financer ces travaux? Une mauvaise analyse des documents qui vous sont remis à l'achat peut faire que, in fine, vous ayez des mauvaises surprises une fois que vous êtes propriétaire parce qu'on vous demande des appels de fonds relativement substantiels pour provisionner cette réserve afin d'effectuer les travaux de la copropriété. Enfin, il y a un troisième poste relativement méconnu qui est l'impôt des non-résidents. C'est-à-dire qu'en tant que non-résident, vous allez payer tous les ans également un impôt et vous allez également devoir soumettre une déclaration fiscale. Sachez à ce titre que, par exemple, si vous achetez un bien immobilier en Espagne et ce bien, vous l'utilisez uniquement pour votre usage personnel et que vous ne le louez pas, sachez néanmoins que vous allez payer un impôt sur un revenu fictif. Sachez que à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, même en étant non résident espagnol, vous allez tous les ans payer un impôt qu'on appelle le IRNR, Impuesto sobre la Renta de Non-Residentes. Ça veut dire que c'est un impôt sur le revenu pour les non-résidents. Sachez que cet impôt existe également, même si vous ne louez pas la maison ou l'appartement que vous avez acheté en Espagne, sachez que vous allez payer un impôt qui équivaudra à un revenu fictif. La manière dont se calcule, c'est un pourcentage sur une valeur cadastrale et puis là-dessus, vous allez payer un taux d'imposition. De manière générale, ce n'est pas très cher, mais tenez en compte, on évite 100, 200, 300 euros par an et ça dépend vraiment du type de bien. Sachez également qu'il y a une distinction importante qui est faite entre les non-résidents de la communauté européenne ou les non-résidents hors Union européenne parce que les taux d'imposition ne sont pas les mêmes. Pour les Européens, on va parler de 19%. Pour les non-européens, on va parler de 24%. Pour un bien non loué, votre déclaration, a priori, se fera une fois par an. Pour des biens loués, en fonction de type de location, il se peut que vous ayez à soumettre des déclarations fiscales trimestrielles également. Maintenant, je voudrais aborder le fait que, par exemple, imaginons que vous ayez acheté un bien immobilier en Espagne, vous le louez à des fins de Airbnb ou autre, ou bien vous le louez X mois par an à quelqu'un, sachez que vous allez payer des impôts sur le revenu que l'appartement génère. Votre taux d'imposition sera fonction de votre pays de résidence. Donc, si vous êtes de l'Union européenne, vous allez payer 19%. Si vous êtes hors Union européenne, vous allez payer 24%. Une notion importante à comprendre est que la base sur laquelle on calcule ce revenu et puis l'impôt que vous allez payer diffère fortement. Pour les Européens, il y a un certain nombre de frais que l'on peut déduire du revenu généré par l'appartement. Donc on parle plutôt d'un revenu net, tandis que pour les non-européens, il n'y a aucune déduction possible et donc eux vont payer 24% sur l'ensemble des revenus générés
par le bien immobilier sans pouvoir faire la moindre déduction pour travaux, pour hypothèque ou autre. Donc sachez qu'il y a vraiment une différence substantielle entre les deux régimes d'imposition en fonction de votre résidence. À ce titre, je voudrais également vous expliquer quelque chose d'important. J'ai énormément de clients qui sont des acheteurs cash, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas financer leur achat immobilier en Espagne. Par contre, analysez avec un fiscaliste si cela fait du sens de financer en partie l'achat pour optimiser la situation fiscale est quelque chose que je vous recommande de faire. Par exemple, la charge d'intérêt est déductible moyennant certaines conditions de l'ensemble de vos revenus générés en Espagne. Si je devais vraiment résumer l'imposition à la location, pour un même appartement, votre résidence fiscale a vraiment un impact significatif sur les impôts à payer, sur ce qui est déductible et sur ce qui ne l'est pas. L'impôt des non-résidents est un impôt qui est souvent oublié par des clients étrangers. Par contre, n'oubliez pas de rentrer votre déclaration fiscale annuelle, voire trimestrielle. Si vous ne le faites pas, a priori, l'Espagne se rendra tôt ou tard compte du fait que vous n'y ayez pas payé ces impôts et vous aurez un certain nombre de frais inhérents à la récupération de ces dettes. Ça peut être une majoration de ce que vous devez payer, ça peut être un intérêt de retard et autres. Et même le jour où vous vendez, par exemple, le notaire vérifiera si vous avez payé sur les 4 ou 5 dernières années, si vous avez payé cet impôt de non-résident. Sachez que quand vous vendez, il y a 3% qui est retenu à la source et ces 3% servent réellement à s'assurer que vous respectiez vos obligations fiscales envers le fisc espagnol. Et enfin, dernier élément que je voudrais vous expliquer, c'est quand vous vendez le bien immobilier dont vous êtes propriétaire en Espagne, sachez que d'une part, il y a une plus-value qui se paye, donc la plus-value est quelque part la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, moins un certain nombre de frais que l'on peut déduire. Donc, vous allez payer sur cette base imposable qui est quelque part un bénéfice net, vous allez payer 19% d'impôt, donc ce n'est pas négligeable. À partir du moment où, par exemple, vous avez acheté un appartement ou une maison au début des années 2000 et 25 ans plus tard, les prix ont quand même fortement augmenté. Donc sachez que vous allez payer un impôt sur cette plus-value. Et donc pour diminuer la plus-value, ce qui est important, c'est de garder toutes vos factures qui justifient un nombre de frais qui sont déductibles. Moi, j'ai souvent des clients qui ont fait des frais sur une maison. Ils pourraient en théorie déduire cela de leur plus-value. Ils ont mal libellé les factures, ils n'ont pas les factures, ils n'ont plus de traces. Et donc, ils vont, in fine, payer 19% sur des travaux qu'ils ont quand même, à un moment donné, payés, qui auraient dû, quelque part, diminuer leur base imposable. Sachez également qu'un acheteur a l'obligation légale de retenir 3% du prix de vente lors de l'achat de votre appartement ou l'achat de votre maison. Donc il y a une retenue à la source qui s'est faite. Imaginons que vous vendiez une très belle maison pour 1 million d'euros. L'acheteur retient 3%, soit 30 000 euros. Ceci est versé à l'administration espagnole en garantie. Donc c'est quelque part une avance sur un certain nombre d'impôts. Donc c'est quelque part une garantie que vous allez respecter vos engagements fiscaux. Et donc cet argent est ponctionné et servira éventuellement à payer des choses que vous n'avez pas payées, comme par exemple cet impôt de non-résident. Il existe alors un certain nombre de mécanismes pour récupérer ces 3% payés, mais sachez qu'il y a un délai pour le faire. Cela doit être bien fait, cela a priori être fait par votre avocat ou par un fiscaliste. N'oubliez pas que ce mécanisme existe, mais vous devez vraiment faire cette demande en disant des délais spécifiques et définis, sans quoi il n'y a plus possibilité de récupérer ces fonds. Ça prend un petit peu de temps à récupérer, mais ce mécanisme existe et fonctionne très très bien en Espagne. Et enfin, dernier impôt que peu de personnes connaissent, c'est un impôt relativement faible, ce qu'on appelle la plusvalia municipale, est en fait un impôt que vous allez payer sur base de l'augmentation de la valeur du terrain sur lequel se trouve l'actif que vous avez acheté. Ça peut être une maison, donc pas tellement ce terrain que vous avez acheté avec la maison, mais ça peut également être une quote-part dans
le terrain sur lequel se trouve l'immeuble dans lequel vous avez acheté un appartement. Sachez que c'est un impôt relativement faible. Il se calcule de deux manières distinctes en fonction de la manière dont ça se calcule. Et vous paierez un impôt sur le montant le plus faible des deux en fonction de la méthodologie utilisée. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui de cette petite vidéo, c'est premièrement, quand vous achetez, vous avez prix d'achat plus un certain nombre d'impôts. Les impôts les plus importants, c'est soit l'ITP, donc c'est l'impôt sur la transmission du patrimoine, ce qui équivaut à un impôt sur les biens d'occasion, entre guillemets, ou les biens qui ne sont pas nouveaux. Ou bien vous avez ce qu'on appelle le TVA, plus les AJD, qui est l'équivalent de droit de timbre, et ceci est un impôt national. Et donc ces deux impôts sont vraiment les impôts les plus importants lors de l'achat immobilier. Retenez également que même si vous ne louez pas le bien dont vous êtes propriétaire en Espagne, vous êtes redevable d'un impôt des non-résidents sur base d'un revenu fictif. C'est un impôt relativement faible, mais il doit être payé. Si vous ne payez pas, un certain nombre d'amendes et de majorations sont possibles. Et par expérience, je sais que tôt ou tard, le fisc espagnol viendra réclamer à votre porte si ça n'a pas été payé. Enfin, troisième concept important, votre résidence fiscale a un impact important sur les impôts à payer quand vous louez un bien. Le fait que vous soyez de l'Union européenne ou hors Union européenne, cet impact est non négligeable. Il y a 5% de différence en pourcentage, mais surtout, la grande différence, c'est que la base sur laquelle se calcule cet impôt est soit un revenu net, donc c'est-à-dire qu'on a pu déduire un certain nombre de frais, soit est un revenu brut, c'est-à-dire que on prend le loyer tel quel et on ne peut pas en enlever un certain nombre de frais inhérents à cette location. Et donc cette base n'est absolument pas la même, qui plus est, le taux n'est pas le même, donc votre résidence fiscale a réellement un impact sur l'impôt que vous allez payer. Je rappelle au passage qu'il y a dans certaines régions d'Espagne un impôt sur le patrimoine. Vérifiez cela également avec un fiscaliste le cas échéant. Et enfin, dernier rappel, et je pense vraiment que c'est important parce que je vois souvent des problèmes avec ça, c'est renseignez-vous sur comment libeller les factures qui vous seront émises pour des travaux que vous allez faire et vérifiez avec un fiscaliste quels sont les travaux qui a priori peuvent servir à diminuer votre base imposable et quels sont les travaux qui a priori n'ont aucun impact sur votre base imposable. J'espère que cette vidéo vous est utile. L'objectif n'est absolument pas de vous donner un cours de droit fiscal, mais vraiment de vous donner les bases. Et surtout, je voudrais que vous fassiez attention à un certain nombre de concepts souvent méconnus, mais qui sont quand même importants à analyser. Je vous rappelle, donc mon nom est Cédric, je suis agent immobilier en Espagne. Vous pouvez me contacter via mon site web qui n'est autre que mon prénom, donc cédric.es. Je peux vous aider dans la ville de Barcelone, mais je fais également du coaching sur toute l'Espagne, c'est-à-dire que vous avez un projet en Espagne, je vous accompagne du début à la fin, je vous explique comment faire, ce qu'il faut faire, avec qui parler, avec quels agents travailler, avocats et autres. Je peux vraiment essayer de vous aider afin que vous évitiez un maximum d'erreurs dans votre parcours d'achat. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Merci.